Bienvenue à tous. Merci d'être présents en si grand nombre en ce beau dimanche après-midi. C'est vraiment très agréable et très content de tous vous voir ici cet après-midi. Mon nom est Bernard Guérin. Je suis directeur général du RAV et à ce titre, je tiens à remercier la GAC et toute son équipe de nous avoir fait une place au cœur de cette foire unique en Amérique du Nord. Et qui plus est, pour son 10e anniversaire, pour le RAV, le regroupement des artistes en arts visuels, c'est notre 25e anniversaire, soit dit en passant. Papier 17 tire déjà à sa fin pour cette année. À titre d'association qui représente l'ensemble des artistes en arts visuels du Québec et qui travaille pour l'amélioration des conditions socio-économiques des artistes, nous ne pouvons que souligner l'importance d'un tel événement comme celui-ci à Montréal. Non seulement Papier participe à la démocratisation de l'art contemporain en le rendant accessible à tous, en rejoignant un public de plus en plus vaste, mais la foire permet aussi à Montréal de se frayer une place de choix du circuit du marché de l'art contemporain canadien. À vous, cher public, j'espère que vous apprécierez cette table ronde dont le thème très actuel promet une discussion des plus enrichissantes. Effectivement, on ne peut nier les mutations engendrées par la révolution numérique et ce, dans toutes les sphères de la société. Et comme nous le verrons et l'entendrons, le marché de l'art contemporain et ses mécanismes ne sont pas en reste. Alors, sans plus attendre, permettez-moi de passer la parole à Gabrielle Bouchard, notre modératrice. Merci beaucoup. Bienvenue. Merci beaucoup. Donc, bonjour, bienvenue. Merci vraiment d'être là en si grand nombre parce qu'on sait que c'est difficile quand il commence à faire beau. On aimerait vraiment mieux être à l'extérieur, mais ça va être bien intéressant. On va avoir un beau moment ensemble. Donc, le sujet de la table ronde, comme il a été dit, c'est vraiment un sujet qui est très actuel aujourd'hui, cet après-midi. Donc, Internet, agent perturbateur du marché de l'art. Donc, c'est bien certain qu'Internet vient amener beaucoup de changements, autant du côté de la diffusion de l'art, du côté de la mise en marché, du côté aussi de l'accessibilité de l'art. Donc, on a 3 panélistes aujourd'hui pour en parler, discuter de ce sujet-là. On va essayer que ce soit bien intéressant. Et puis, ils ont des angles qui sont assez différents, chacun d'eux, donc je pense que ça va vraiment bien se compléter. Donc, on va commencer avec Guillaume Sansfaçon, qui est de la plateforme Art Ads, qui est un site de revente en ligne sans commission. Ensuite, on va parler avec Étienne Morin-Bordelot, qui va nous parler de la plateforme, lui, Art Bang Bang, qui est une plateforme en ligne de prêt, de vente et de location d'œuvres d'art. Puis, on va terminer ça avec François Rochon, président chez Giverny Capital et collectionneur d'art. Donc, pour vous présenter brièvement Guillaume Sansfaçon, au cours d'un voyage dans l'Ouest canadien, Guillaume Sansfaçon se trouve fortuitement un emploi dans une galerie d'art où il négocie une portion de son salaire contre des œuvres. Il se met alors à s'intéresser activement au marché de l'art, puis quelques années plus tard, il obtient un baccalauréat en arts visuels et un certificat en muséologie. Durant ses études, il échange ses services de concepteur web contre des œuvres ou les achète directement des collectionneurs, lui permettant ainsi de sauver les frais d'intermédiaire. Donc, trouvant le processus tout de même long et complexe, il a imaginé une plateforme sur laquelle les collectionneurs peuvent communiquer directement sans intermédiaire. C'est ainsi qu'il lance artads.ca, un site pour vendre et acheter des œuvres sans frais et sans commission. Donc, vas-y, Guillaume. Bien, bonjour, merci pour l'invitation. Donc, comme Gabrielle le disait, j'ai commencé à m'intéresser au marché de l'art vraiment par hasard. Quand j'avais 20 ans, j'ai été visiter ma sœur dans le nord de l'Alberta, puis en me promenant sur le bord du lac, j'ai croisé une galerie d'art, puis par hasard, je suis rentré pour finalement y passer 2 ans. Disons que ma sœur est bien accueillante. La galerie, qui est au milieu de nulle part, c'était la galerie du peintre Alex Janvier, un artiste autochtone qui vient tout juste d'avoir une grande rétrospective au Musée des Beaux-Arts à Ottawa. Il m'a engagé comme assistant pour l'aider avec son site web, vendre des œuvres, faire le ménage de la galerie. Puis, lorsqu'il est venu le temps de négocier mon salaire, comme Gabriel disait, on ne s'entendait pas sur le prix, puis j'ai eu la bonne idée de dire, à chaque heure que je travaille, je vais avoir quelques dollars en rabais dans la galerie. Donc, au bout de 2 ans, je suis revenu à Montréal.
avec mes dettes d'études toujours pas payées, mais avec beaucoup d'œuvres dans mes bagages. En revenant, je me suis inscrit à l'université en arts visuels, ensuite en muséologie. Puis j'ai toujours continué à chercher des œuvres d'art en n'ayant aucun moyen financier. J'étais étudiant à temps plein en art, travailleur autonome on the side, donc je cherchais des œuvres le moins cher possible. Disons que, à défaut d'avoir beaucoup d'argent, j'avais énormément de temps. Donc je regardais partout où je pouvais, j'achalais tout le monde pour avoir vraiment les meilleurs deals possibles. Pour ce qui est du marché primaire, souvent je demandais aux artistes directement, donc sans passer par leur galeriste. Je leur envoyais un courriel ou par Facebook. Des fois, je leur offrais de refaire leur site web en échange. Je me souviens même qu'à m'emmener, j'ai dressé la liste de tous les encadreurs de la ville que leur site web faisait un petit peu dur, puis je les ai contactés un à un pour voir s'ils ne voudraient pas encadrer une coupe des œuvres que j'avais en échange de mes services. Ça a fonctionné. Il m'arrivait aussi d'aller sur Kijiji, les packs, Craigslist, des sites comme ça, de petites annonces classées, pour trouver des œuvres, pour en vendre, pour en acheter. Puis je trouvais ça un peu triste, même quasiment déprimant, décourageant. Tu sais, de voir, je sais pas, un beau Serge Lemoine listé dans la catégorie art artisanat, avec un métier à tisser puis des peintures en velours. Je trouvais ça insultant pour la démarche de l'artiste, mais il n'y avait pas d'autre manière que je voyais. Donc, au fil du temps, je me suis mis aussi à m'intéresser au marché des encans. Je voulais vendre certaines œuvres que j'avais achetées pour en racheter d'autres principalement. Puis, je ne revenais pas du prix. Qu'est-ce que ça pouvait faire? Est-ce que j'ai un PowerPoint? Ah. Donc, pour donner un exemple, dans un encan, si une œuvre est vendue au marteau 5 000 $, ben, l'acheteur va payer 6 000 $ et puis la personne qui la vend va seulement obtenir 4 000 $. Ça, c'est en moyenne. Donc, entre 4 000 et 6 000, parce que l'encanteur se prend 20 % de chaque côté. Parfois, évidemment, c'est seulement 15 %, mais j'ai aussi vu 25 %. Ça, c'est sans compter les frais de catalogage, les frais pour prendre la photo, puis tout ça. Quand on fait un calcul rapide, si un collectionneur achète deux œuvres par année, ben juste à cause de ces frais-là, il pourrait s'en payer une troisième si ce n'était pas de tous les frais qu'il avait à débourser. Puis ça, j'ai mis une œuvre à 5 000, ça pourrait être une œuvre à 500 ou à 50 000 aussi, c'est la même chose. En moyenne, 20 % de chaque côté. Puis, bien souvent, ce que je trouvais absurde, c'est que quand j'allais dans un encan, disons, moi, je suis l'acheteur, le vendeur pouvait se trouver l'arranger en face de moi. Et puis, je me disais que ce qui était dommage, c'est qu'il n'y avait aucun autre moyen de nous mettre en contact, ces deux personnes-là. Si on avait pu se rencontrer d'une manière différente, bon, on aurait pu délayer ça entre nous sans avoir à payer des frais intermédiaires. Puis, je me disais tout le temps que ça devrait exister un site web où est-ce que les collectionneurs peuvent juste mettre une œuvre à vendre sans devoir payer de commission, sans prendre des engagements compliqués, tout ça. Puis, j'en trouvais pas. Puis je me suis mis finalement, un peu naïvement, en encoder un. Je me suis dit que peut-être ça allait marcher, peut-être pas. Je suis parti comme ça. Et puis, 2 ans plus tard, Art Ads est en ligne. C'est un site qui possède, dans le fond, c'est pour n'importe qui possède une œuvre d'art faite par un artiste professionnel. La personne entre le titre, l'information, le format, et puis l'œuvre est en ligne, simplement. Si un acheteur potentiel est intéressé, il y a un formulaire, puis il contacte directement la personne. Donc, ça ne passe jamais par moi ou par un autre intermédiaire. L'acheteur et le vendeur se fixent un rendez-vous, puis ils prennent un arrangement entre eux pour faire la vente, simplement. À ce jour, Art Ads a plus de 650 membres qui achètent, vendent et échangent des œuvres. C'est gratuit, sans commission. En bref, ça peut être un collectionneur, un artiste qui publie son œuvre là-dessus. Mon objectif principal, c'est pas vraiment d'être un compétiteur. Je vois ça comme plus une alternative ou un complément aux galeries puis aux encans. Parfois, pour certains achats, être conseillé par un galeriste, c'est nécessaire, c'est important. Parfois, une œuvre qu'on n'est pas certain, ça vaut combien, aller dans un encan pour faire monter le prix, ça peut être intéressant aussi, mais dans plusieurs des cas aussi, c'est pas nécessaire et c'est pourquoi j'ai proposé une autre solution qui est artads.ca. Voilà. Merci beaucoup, Guillaume. On peut passer le clicker à gauche.
Donc, maintenant, on va parler avec Étienne Morin-Bordelot. Donc, pour vous présenter un peu, Étienne a grandi dans un environnement qui mettait de l'avant les arts et la création. Après des études en cinéma et en arts visuels, il a fait plusieurs contrats dans le milieu du cinéma et de la télévision et a créé sa propre boîte de production avec 2 associés. Donc, depuis 1 an, Étienne a repris la direction d'Art Bang Bang, une plateforme en ligne de prêt, location et vente d'œuvres d'art. C'est une plateforme qui a comme mandat de promouvoir les artistes et leur offrir de nouvelles façons de se faire voir. Art Bang Bang, c'est un outil gratuit qui permet aux artistes de faire leur promotion grâce à un portfolio qui est personnalisé. Et puis, depuis 1 an, Étienne et son équipe ont créé Art Bang Bang Collection, dont je crois qu'il va nous parler un peu plus tantôt. Donc, c'est un service de sélection et d'installation d'expositions éphémères dans des espaces professionnels. Donc, Étienne? Ben voilà, c'est bien résumé. J'ai pas besoin de me présenter moi-même. Donc, merci en passant de l'invitation. Merci à tout le monde d'être ici dans cette si belle journée. Pour ma part, donc, on me l'a dit, Étienne Morin-Bordelot, tout ce processus-là, Art Bang Bang, ça existait déjà. Ça fait maintenant 1 an et demi que je l'ai repris avec mon équipe et mon frère. Et c'est venu de notre autre projet qu'on a depuis 4 ans et demi avec mon frère, qui est ce projet-ci. Et voilà. Il y a 4 ans et demi, avec mon frère, on a eu une idée, reprendre les wagons de métro et les sortir de terre. Les wagons qui allaient être changés pour les Azur qu'on voit maintenant rouler. Et à l'intérieur de ça, c'est un café-bar et un espace de diffusion artistique au 2e et 3e étage. On voulait une pérennité dans notre lieu de diffusion. On voulait une plateforme web. On voulait que les œuvres qui passent chez nous restent à tout jamais et continuent leur voyage dans le web. Donc, c'est pour ça qu'on a réfléchi à une plateforme. Puis en parlant de nos associés, mais en fait, ils ont dit, ça existe déjà, ça s'appelle Art Bang Bang. Et en fait, on est allé voir Frédéric Marseille et Bassem, qui étaient les propriétaires d'Art Bang Bang. On s'est liés d'amitié ensemble. Et 1 an plus tard, ils nous ont redonné la plateforme parce qu'ils voulaient commencer des nouveaux projets. Donc, Frédéric Marseille, qui était artiste elle-même, qui a parti tout ça, qui a parti Art Bang Bang il y a 3 ans. Art Bang Bang, le concept, c'était elle qui avait des œuvres qui traînaient chez elle, puis elle trouvait ça triste qu'ils prennent la poussière, que personne les voit. Fait qu'elle s'est simplement fait un Facebook. Et voilà. Elle s'est simplement fait un Facebook, elle a mis ses œuvres, puis elle a dit « Qui est intéressé? Je les prête. Je prête mes œuvres, je le veux qu'elle voyage. » Son concept, c'est l'art-vie quand il est vu. Donc, de là, c'est devenu super populaire. Il y a eu plein de demandes. Elle a donc créé un site qui s'appelait Prêt d'art. Et le concept, c'était les artistes se créent un profil, mettent leurs œuvres et les mettent en prêt complètement gratuitement. Le site était vraiment juste un pont de transition entre le consommateur et l'artiste. Donc, c'est devenu super populaire. Prêt d'art s'est transformé en Art Bang Bang, qui est maintenant un outil pour artistes. C'est très, très clair, mes PowerPoint. Donc, l'outil pour artistes Art Bang Bang, c'est une plateforme où l'artiste peut mettre ses œuvres d'art et là-dessus prêter, vendre, louer ou simplement montrer son portfolio en ligne. J'ai des beaux exemples ici, des œuvres. Il n'y a pas de sélection sur Art Bang Bang, donc tout le monde peut mettre son travail. On a plus de 800 artistes en ce moment et plus de 4000 œuvres sur le site et ça n'arrête pas de grandir à chaque jour. Et vous voyez ici donc le profil, les gens peuvent aller sélectionner des œuvres et l'artiste lui-même, par la suite, peut... Le timing du petit clicker, bon voilà. Peut travailler, mettre ses prix, mettre ses œuvres comme j'expliquais. Donc, ça, c'est la plateforme Art Bang Bang qu'on a repris depuis 1 an. Et ce qu'on a rajouté, en fait, on a gardé le même cœur, la même volonté qui était de laisser la plateforme libre à tout le monde. On veut juste être un pont de transition entre les consommateurs et l'artiste pour qu'on prenne le moins d'argent sur l'artiste, on prenne très, très minime code sur le site. On veut vraiment que ça soit super organique puis que les gens utilisent comme outil puis qu'on ne soit pas trop l'entremetteur dans tout ça. Mais nous, ce qu'on a rajouté depuis 1 an, c'est Art Bang Bang Collection. Vous pouvez voir quelques avantages sur mon prochain PowerPoint. Et voilà. Art Bang Bang Collection, comme on l'a expliqué, c'est notre service de sélection et d'installation d'œuvres d'art personnalisées dans des bureaux. On veut créer des expositions éphémères dans des lieux. Fait qu'on a créé notre propre collection qu'on va chercher à même notre site, le database d'artistes qu'on a créé sur le site. Donc, on va chercher les meilleurs artistes, on se crée notre propre collection, on prend les œuvres dans notre collection pendant 1 an, puis ensuite, on les fait voyager dans les bureaux. Le but, c'est qu'on veut venir installer des œuvres dans des lieux, mais qu'on ne fait pas juste les installer, puis on les laisse là pendant 1 an, puis on les oublie. Le but, c'est qu'on veut tout le temps cette espèce de première expérience avec une œuvre, donc on fait un roulement, des rotations au mois, aux 2 mois, aux 3 mois,
tout dépendamment de ce que le client préfère, pour toujours créer cette espèce de wow de la première fois, puis que les gens ne soient pas habitués à l'œuvre, puis soient tout le temps en mode découverte. Donc, ça fait à peu près le tour. Et voilà quelques exemples. Ici, on était au Livard, on a fait une exposition de nos installations, d'autres accrochages dans des banques. Ici. Et puis, pour le futur de Bang Bang, mais comme je vous disais, c'est tout jeune, même si ça fait 3 ans que ça existe. Nous, on l'a repris depuis 1 an et demi. On a beaucoup d'idées, on a beaucoup de partenariats en tête, donc même donner l'opportunité de faire des sites pour galeries, de gérer des collections. Donc, toutes vos idées sont grandement appréciées. Puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup, Étienne. Donc, notre dernier panéliste est François Rochon. Donc, François Rochon, président chez Giverny Capital Inc. Donc, François est un ingénieur électrique, en fait, de formation. On me dit de mieux tenir mon micro. Je ne sais pas. Bon, donc, je vais donc continuer. C'est un passionné de finances. Il a réorienté sa carrière et est devenu gestionnaire de portefeuille. Il a commencé à gérer des portefeuilles privés dès 1993 et c'est en 1998 qu'il a décidé de fonder la firme Giverny Capital. C'est une firme de gestion de portefeuille avec une philosophie de placement à long terme. François Rochon a été aussi chroniqueur pour divers journaux et sites web. Donc, il a siégé aussi sur divers conseils d'administration au cours des années. Il siège aujourd'hui sur le conseil d'administration du musée Albright Knox à Buffalo et siège sur les comités d'acquisition de 3 autres musées, le musée des Beaux-Arts de Montréal, le musée national des Beaux-Arts du Québec et le musée Hirshhorn à Washington, qui est plus dur à dire. Donc, depuis 2000, il collige une collection d'œuvres d'art contemporain chez Giverny Capital et puis la collection compte environ 400 œuvres. Donc, François? Merci beaucoup. Peut-être juste dire quelques mots sur la collection Giverny Capital, puis aussi, évidemment, plus à propos comment l'Internet a fait évoluer la collection et l'acquisition des œuvres. Donc, quelques mots sur le nom Giverny. Bon, probablement que vous avez fait le lien avec le village où Claude Monet avait ses jardins et qui a été une source innombrable d'œuvres, de création d'œuvres au cours des années. Donc, c'est le premier artiste que j'ai aimé quand j'étais jeune, Claude Monet. Donc, quand j'ai parti Giverny, déjà avec l'idée d'un jour collectionner les œuvres d'art, c'est en l'honneur de Claude Monet. Alors, je vais vous épargner un peu toute l'histoire de Giverny. Peut-être juste focusser sur les débuts de la collection, donc il y a à peu près 17 ans, en 2000, et aussi probablement la mise sur pied du prix Giverny Capital en 2007, où on récompense un artiste aux 2 ans. C'est un prix biennal, un artiste d'art contemporain. C'est un jury externe qui choisit les artistes. Je pense que ça a été un beau succès, ce prix-là. Et récemment, on a mis sur pied une fondation pour l'art contemporain. Le but de la fondation, ça va être vraiment de présenter des expositions d'œuvres d'artistes d'ici, là, principalement. Peut-être quelques mots selon moi, qu'est-ce qui a été le grand, je ne sais pas si perturbateur, c'est le bon mot, là, mais qu'est-ce qui a vraiment beaucoup fait avancer l'Internet, qu'est-ce qui a contribué à faire beaucoup avancer? En tout cas, dans mon cas, c'est la collection vidéo. Je dirais jusqu'à probablement 2010-2011, je collectionnais principalement la peinture, la photo, la sculpture. La vidéo, j'avais un peu plus de misère. Et on peut recevoir, on peut avoir des photos des œuvres, on peut avoir des diapositives. Là, comme quand j'ai commencé, on recevait des diapositives des œuvres. Ça a l'air lointain, là, mais c'est vrai que c'est comme ça, là. Mais les œuvres vidéo, c'est très difficile d'avoir comme une façon de les voir à distance, là, sans se déplacer. Et l'Internet permet ça aujourd'hui. On peut recevoir des gros fichiers MPEG là, qui sont des extraits de 5-10 minutes ou tout simplement aller sur Vimeo puis de voir le vidéo complet. Donc, d'avoir cet accès-là aux œuvres avant de les acquérir, je pense que ça a beaucoup changé mon intérêt. Et bon, le premier artiste vidéo que j'ai acheté, en tout cas, qui fait aussi de la photo, mais en tout cas, la première œuvre vidéo que j'ai achetée, c'est une œuvre de Pascal Grandmaison. Puis aujourd'hui, j'en ai plus qu'une, là. Donc, je suis un grand fan de son travail. Et aussi, ici, vous voyez la dernière œuvre de Pascal qui était présentée chez René Blouin. Je voulais parler aussi quelques mots de Patrick Bernatchez, qui est aussi un artiste qui a fait beaucoup de grandes œuvres vidéo. Et j'en ai acheté 2, dont une qui s'appelle Lost in Time, que vous avez probablement vu au Musée d'art contemporain il y a quelques temps. Et
C'est une œuvre qui a pris beaucoup, beaucoup de temps à aboutir et je recevais régulièrement des petits extraits pour l'artiste me montrer où il était rendu. Donc, avec l'Internet, je pouvais comme suivre là, l'évolution de la création de cette grande œuvre, qui est probablement l'œuvre la plus importante de Patrick. Là. Alors aussi, l'Internet, ce que ça permet, c'est de découvrir des artistes à l'international que probablement on ne découvrirait pas s'il n'y avait pas cette communication-là aussi facile. Je vais prendre peut-être un exemple d'une autre vidéo qu'on a acquis pour la collection. C'est une vidéo de Mircea Cantar, qui est un artiste roumain, et je l'ai acheté dans une galerie d'Israël. Donc, il y a 20 ans, ça aurait été inimaginable d'abord de découvrir des artistes roumains d'ici, mais en plus de l'acheter d'une galerie en Israël, et la personne de qui je l'ai acheté, je ne l'ai jamais rencontré. Là. Tout ce que j'ai fait, j'ai échangé des courriels. Là. Donc, on a eu un petit peu de problème à rentrer l'œuvre au Canada, mais ça, c'est une autre histoire. Là. Mais donc, vraiment, il y a une ouverture au monde qui est extraordinaire grâce à l'Internet. Il y a aussi, grâce à l'Internet, j'ai découvert un artiste d'origine canadienne, mais qui vit au Royaume-Uni aujourd'hui, qui est Kelly Richardson. Ça, c'est l'œuvre Mariner 9 qu'elle a présentée au Albright Knox, comme disait Gabriel, que je suis impliqué là, à Buffalo, qui est une œuvre magnifique. Ça ne paraît pas, là, mais ça mesure à peu près là, 45 pieds de long. Là. Donc, c'est une vidéo extraordinaire qui est très difficile à présenter, mais j'aimerais bien ça. Je suis réussi à convaincre Pierre Trahan, là, je ne sais pas s'il n'est pas loin, on pourrait le présenter ici à un moment donné. Là. Donc, encore là, grâce à Internet, j'ai reçu des extraits par email, puis j'ai pu... puis encore là, je n'ai jamais rencontré Kelly, donc... mais il y a ce lien-là qui peut se faire avec les artistes beaucoup plus facilement qu'avant. Un autre exemple d'un artiste que j'ai acheté qui était à l'international, Eduardo Basualdo. C'est un artiste argentin. J'ai découvert son travail sur Internet. J'ai communiqué avec sa galerie qui est à Berlin. Et j'ai acheté cette œuvre-là. Et elle a été présentée à Toronto, à la foire de Toronto, il y a 2 ans. Et c'est juste un extrait parce que dans la version originale, il y a à peu près 180 horloges là, qui sont disposées dans une immense salle. Là. Donc, c'est un artiste très intéressant. Probablement que vous avez déjà vu au Musée des Beaux-Arts, il y a comme un météorite là, qui est suspendu par une corde là, qu'on peut voir là, au sous-sol dans les salles d'art contemporain. Donc, non, c'est vraiment un artiste bien, bien intéressant. Encore là, c'est la même chose. Sans Internet, j'aurais jamais probablement découvert l'artiste. Et peut-être que j'aurais découvert au Musée des Beaux-Arts, mais de là à l'acquérir, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Hein. Peut-être aussi, l'Internet permet, on parlait d'Encan il y a quelques minutes, on peut maintenant acheter des œuvres par Encan sur Internet de la même façon que si on était dans la salle d'Encan. Donc ça, c'est une œuvre que j'ai achetée sur Internet récemment. C'est une œuvre de Julia Dalt, qui est une artiste canadienne qu'on n'a pas vu beaucoup à Montréal, mais que j'avais vu une exposition à Toronto qui est super intéressante. Puis c'est une œuvre que j'avais vue exposée, puis qui malheureusement était dans une collection privée, puis qui a été mise en camp, puis j'ai pu l'acheter sur Internet il y a quelques semaines à peine. Là. Donc, ça aussi, ça aurait été difficile il y a quelques années. Il faut se déplacer là, à New York pour aller à l'encan, puis si tu y vas et tu n'as pas l'œuvre, tu as un peu l'impression d'avoir perdu ton temps. Là. Donc, en étant sur Internet, tu sais exactement à quelle heure l'œuvre va être présentée. Puis donc, tu vas là, tu es vraiment en direct. Vraiment, on voit l'encanteur parler, puis on voit les mises, puis on a juste à cliquer sur le bouton, puis là, on fait la gaffe de l'acheter. Là. Alors, peut-être juste une petite publicité tant qu'on est là. Il reste quelques jours pour aller voir cette merveilleuse œuvre de la collection Giverny qui est présentée au Musée d'art contemporain. C'est une œuvre de Sarasi qui s'appelle Measuring Stick, qui est dans une des expositions sur la collection donc, du musée. Et c'est vraiment une œuvre que j'aime beaucoup, que j'ai achetée à peu près il y a 1 an. Et ça combine là, vraiment tout ce que vous pouvez imaginer, le dessin, la sculpture, la vidéo. Et il y a même un lien par Internet avec la NASA pour savoir où que la sonde voyageur est rendue à l'extérieur du système solaire. Ça mesure cette distance-là. Donc, c'est vraiment une œuvre. On ne peut pas avoir une œuvre plus actuelle, je pense, que celle-là. Alors, c'est pas mal le sujet de ma présentation. Merci beaucoup, François. Donc, ça fait le tour des 3 panélistes qu'on avait aujourd'hui. Donc, on va avoir une discussion ici, puis ensuite, on va vous inviter à intervenir si jamais vous avez des questions, soit de manière plus globale ou pour chacun des panélistes. N'hésitez pas, je pourrais peut-être vous donner un micro ou vous parlerez fort et ça va très bien aller. Peut-être pour commencer la discussion, j'aurais peut-être juste une question pour François.
Et si vous avez des opinions, tous les deux aussi, gênez-vous pas. Est-ce que, d'après toi, tout peut s'acheter au travers d'Internet? Est-ce que tu serais à l'aise d'acheter des installations ou est-ce qu'il y a des gammes de prix où est-ce que tu irais pas ou est-ce que tu voudrais avoir davantage l'accès direct à l'œuvre? Ou, Bien, c'est sûr qu'on achète presque n'importe quoi, mais c'est probablement encore plus vrai dans les œuvres d'art. Il faut avoir une confiance là, à l'autre partie qui va livrer sa part de l'engagement. Donc, c'est sûr qu'il faut avoir confiance soit dans la galerie, quand c'est un encanteur comme Christie's, bon, ben là, on a un petit peu plus facilement confiance, c'est quand même une réputation, là. Mais il y a beaucoup de galéristes, là, c'est une occasion, souvent les foires, pour rencontrer plusieurs galéristes, établir des liens, et peut-être un an plus tard, on va acheter une œuvre, mais ayant déjà rencontré les personnes. Donc, la réponse est oui. On peut vraiment acheter pas mal n'importe quoi aujourd'hui sur Internet, que ce soit des grandes installations, là, comme Eduardo Basualdo, une vidéo. Faut faire attention aux histoires de transport. Là. On sous-estime combien ça peut être complexe et coûteux, là, faire venir des œuvres d'ailleurs. Là. Mais nonobstant cette partie-là, c'est vrai qu'on peut acheter n'importe quoi, mais il y a vraiment l'importance d'avoir le confort, là, que la personne de l'autre côté, on peut lui faire confiance. Là, parce que c'est sûr que si on envoie de l'argent par wire et on ne reçoit pas d'œuvre en retour, ça peut être complexe de faire valoir ces droits-là. Oui, c'est sûr. Merci. Avez-vous... On n'a pas d'opinion. réaction, Non, on n'a pas d'opinion. Parce que ça va être une discussion, tout ça. Ça va être un beau moment. Là. Puis, mais vous, admettons, pour vos deux plateformes, est-ce que vous avez accès aux personnes qui les utilisent, aux personnes qui vont aller sur le site? Est-ce que vous voyez que c'est surtout des plus jeunes qui vont passer au travers de vos plateformes ou c'est vraiment... Est-ce que vous avez vraiment un profil type des personnes qui sont des utilisateurs de vos plateformes? Ben pour ma part, il y a deux utilisateurs. Il y a vraiment les artistes qui est une bébête en lui-même. Là. Donc, il faut vraiment gérer ce côté-là qui est un public très précis avec qui il y a des questionnements puis des attentes précises, comparativement au consommateur qui est vraiment plus large. Puis ce qui est intéressant avec Internet, c'est que oui, le site est devenu international. On a des artistes de France, d'Italie. Donc, on peut vraiment voyager partout dans le monde puis découvrir des artistes en restant dans nos mains maintenant dans le métro parce que tout est sur les mobiles. Donc, on a tellement cette accessibilité-là rapide. Puis, c'est dur de voir le public à qui on parle. Mais je pense que de plus en plus, tout le monde est affecté par ça. Puis, tout le monde peut être intéressé par ça. Puis, c'est ça qui est intéressant, c'est que ça l'ouvre à tout le monde. Puis, c'est plus un public précis. Pour ma part, ben c'est sûr que les gens, je les rencontre pas non plus. C'est justement le but de la plateforme. Mais une chose que j'ai remarqué, genre, c'est que les gens qui vendent des œuvres sur la plateforme sont des gens beaucoup plus âgés que ceux qui achètent. Les vendeurs, c'est eux évidemment qui possèdent des œuvres, qui vont les lister. Donc, c'était plus des gens qui ont hérité ou qui ont acheté des œuvres il y a quelques années. Alors que mes acheteurs, c'est souvent des gens qui vont chercher un artiste précis puis qui tombent sur la plateforme sans la connaître. Donc, sur Google, ils vont taper le nom d'un artiste et puis ils arrivent directement sur la fiche de l'œuvre qui est à vendre. Donc, c'est généralement comme ça que ma clientèle d'acheteurs se retrouve sur le site. C'est bon. Puis, est-ce que du côté des artistes sur Art Bang Bang, c'est surtout des artistes de la relève qui vont aller au travers de cette plateforme-là? Pour l'instant, oui, parce qu'on veut aussi créer une communauté. Fait que nous, personnellement, on va rechercher les artistes qui nous intéressent. On veut donner de la visibilité à certains artistes. Puis c'est souvent des artistes qui sont pas en galerie, puis qui commencent, qui créent leur propre parcours, parce que maintenant, il y a vraiment ce côté artiste-entrepreneur qui doit gérer sa propre carrière complètement. Mais comme je le disais, puis je le dis souvent, là, c'est un outil, puis ça peut être utilisé par des galeries, ça peut être utilisé par des collectionneurs même qui veulent montrer leurs œuvres, ça peut être utilisé par des agents d'artistes. Donc, le site est ouvert à tout le monde, mais pour l'instant, c'est majoritairement, oui, des artistes plus émergents. OK, c'est bon. Mais dans le fond, vos deux plateformes peuvent aussi aller vers des acheteurs qui seraient plus néophytes aussi, ou est-ce que ça leur donne une première vision, ça leur donne une première porte d'entrée dans le marché de l'art pour avoir accès à des artistes, avoir accès à des œuvres, puis peut-être ça peut les amener plus loin à d'autres contacts aussi avec d'autres intervenants du marché de l'art? Mais tout à fait. Je pense qu'en fait, tout ce qui est sur Internet, ça permet vraiment un magasinage plus facile qu'avant, où il fallait vraiment se présenter en galerie et puis souvent demander le prix, juste faire ces deux choses-là, se rendre et ensuite demander. Je suis sûr qu'il y a beaucoup d'acheteurs potentiels qui n'avaient pas le courage de le faire. Maintenant, sur Internet, c'est possible de magasiner, d'avoir une œuvre, d'avoir le prix sans être rentré en contact avec personne. Donc après ça, c'est beaucoup plus facile
peut-être d'avoir une certaine connaissance, genre de ne pas avoir l'impression de se faire avoir, même si finalement l'achat final se fait en galerie, ben d'avoir vu que ce soit un résultat d'encan ou sur une plateforme que l'œuvre vaut à peu près tel montant, ben qu'on arrive dans une galerie, on n'a pas l'impression de se faire avoir. Fait. Puis je pense qu'en même temps, ça peut être le contraire aussi, qu'il y a des gens qui sont plus souvent habitués d'acheter en galerie, ben quand ils arrivent sur Internet, ben ils peuvent voir que c'est une bonne offre. T'sais. Donc je pense pas qu'un amène à l'autre spécifiquement, mais les deux voies sont possibles, interchangeables. Ça peut créer des nouveaux collectionneurs aussi, dans le fond. Tout à fait. Ce côté d'accessibilité à l'art, là, justement, oui, ça crée plus des gens qui sont néophytes à l'art qui viennent voir ça parce que c'est, comme je disais, c'est super accessible. Il y a eu cette grosse révolution dans la musique, là, que tout le monde de la musique a changé grâce à justement Internet puis aux gens qui pirataient parce que on a découvert des millions d'artistes puis maintenant on connaît des artistes de partout dans le monde en musique parce qu'il y a eu cette ouverture-là à cette découverte-là. Donc je pense que dans le monde de l'art aussi, l'art visuel, il va y avoir ce shift-là aussi. Merci. Toi, François, par rapport aux artistes de la relève, est-ce que tu aurais plus de réticence à acheter au travers d'Internet ou tu voudrais avoir davantage le contact direct à l'artiste avant d'aller de ce côté-là ou tu serais à l'aise? Je pense qu'on c'est vraiment du cas par cas. Là. Idéalement, c'est sûr on aimerait voir les œuvres c'est des œuvres d'art, là. C'est de l'art visuel. On veut les voir en vrai idéalement parce que des fois, les images, les photos ne rendent pas tout à fait justice là, à ce que l'œuvre peut provoquer comme émotion. Là. Mais bon, quand on a déjà vu le travail, disons par exemple Nicolas Bayer ou Marc Séguin, si on envoie sur Internet après, on est capable rapidement d'imaginer en vrai de ce que ça peut avoir l'air. Donc, dans cette optique-là, je pense qu'il n'y a pas de problème. C'est sûr que quand c'est un artiste qu'on ne connaît pas puis que le premier contact, c'est par Internet, moi, je vois ça comme vraiment la première étape. Là. Puis là, si on voit quelque chose qu'à première vue nous a créé une émotion, là, on peut comme essayer de voir, y a-t-il moyen d'aller découvrir l'artiste en vrai là, ou les œuvres en vrai. Là. J'ai toujours un petit peu de difficulté quand, pour acheter une œuvre, l'espèce de fonction ajouter au panier, là, add to cart, qu'on voit jamais personne, on parle jamais à personne. Je pense qu'Internet peut permettre ça de magasiner une œuvre, mais de finalement, que ce soit en parlant à l'artiste ou finalement en magasinant sur Internet, mais en se déplaçant ensuite, ou à aller voir une œuvre dans un musée, puis après ça, rentrer en contact. Mais c'est quand même rare, je pense, ces transactions qui se font de A à Z, sans contact humain, là, ajouter au panier comme on magasine sur Amazon. Donc, je pense qu'Internet peut permettre ça aussi, au moins de créer une porte d'entrée, puis d'après ça, de soit rencontrer ou de trouver une autre manière. Ouais, je pense qu'on ne pourra pas briser ce côté-là de voir l'œuvre en vrai. Moi, le nombre de fois que les gens sur le site voyaient des œuvres, là, ils l'ont vu en vrai, et oh mon Dieu, c'est tellement pas la même chose, sans le coup de pinceau, tout. Donc, on ne pourra jamais briser ça, je pense, mais c'est ça, c'est cette accessibilité-là qui est intéressante. Puis, en réfléchissant à la table ronde, en fait, je pensais, parce que tout le marché de l'art est un marché qui est vraiment beaucoup basé sur aussi les cotes des artistes, sur qu'est-ce qu'ils valent, sur qu'est-ce qu'ils représentent, puis qu'est-ce qui vient rentrer dans ce processus-là d'établissement de cotes. C'est des choses qui sont quand même assez tactiles. Ça va être les expositions qu'ils ont fait, ça va être les commissaires qui sont intéressés aux artistes, ça va être vraiment des aspects plus réputationnels. Est-ce que vous voyez Internet davantage comme une plateforme de visibilité? Est-ce que vous pensez que ça peut rentrer aussi dans un levier de réputationnel? Est-ce que ça peut être un levier de visibilité aussi? Bien complexe. Oui. Je crois que c'est certain que oui, que n'importe quelle visibilité est bonne. Donc, effectivement, un artiste quand il est sur Internet, quand on voit que les œuvres se vendent en encan, que les œuvres se vendent en galerie, c'est sûr que ça va aider sa cote. Moi, personnellement, quand je magasine un artiste, la première chose que je vais aller voir, c'est s'il s'en est vendu d'autres récemment. Tu sais. Donc, si un artiste n'est pas sur Internet et vit en ermite quelque part, on peut pas savoir s'il y a une valeur pour ça. Là. Oui, totalement. En fait, je pense que Internet donne une crédibilité, certes, parce que justement, elle donne accès au portfolio puis à tout ce que l'artiste a déjà fait. Donc, en tant que tel, ça va prendre du temps, je pense, que pour être reconnu, Internet soit reconnu comme une galerie ou une entité en elle-même. Là. Mais je pense que de fil en aiguille, ça va arriver aussi. Puis c'est sûr qu'on est dans un contexte où est-ce qu'on fait partie
On est un événement de l'Association des galeries en art contemporain, donc on va parler un peu des galeries aussi là-dedans. Vous voyez, dans le fond, davantage comme des plateformes qui sont complémentaires aux galeries, ou est-ce que vous venez, en fait, remplir un trou en parallèle, puis vous venez aussi contribuer à la création de collectionneurs? C'est comme ça que vous voyez davantage? Oui, totalement. Comme je disais tantôt, pour le futur d'Art Bang Bang, le but, c'est une plateforme pour artistes, mais une galerie pourrait se faire un portfolio en ligne puis mettre son travail là-dessus. Ça devient un outil de plus dans la panoplie d'outils pour montrer son travail. Puis maintenant, il faut être partout, tout le temps, à chaque seconde, puis tout le temps se renouveler pour que tout le monde nous voit. Tout le monde est submergé d'images, donc il faut tout le temps se montrer puis essayer de sortir du lot. Donc, c'est totalement un avantage à collaborer ensemble puis à essayer de s'entraider plus que se nuire, là. Je pense pas en fait que les galeries peuvent voir Internet ou les plateformes comme les nôtres comme un compétiteur, parce que n'importe qui, dans n'importe quel marché, si tu commences à voir Internet comme un compétiteur, tu t'en sortiras pas. C'est impossible à combattre. Il faut le voir plus comme un allié, en fait. Personnellement, sur ArtAds, j'ai des marchands professionnels, j'ai des galeries qui affichent quelques œuvres, puis bon, on dirait c'est limite. C'est sûr que si une galerie arrivait avec tout son catalogue, peut-être que j'y parlerai un peu, mais techniquement, il y a déjà des galeries qui affichent des œuvres sur ma plateforme aussi, puis je le vois comme un plus. Dans le fond, on n'est pas en compétition. Totalement. Peut-être par rapport à cette idée-là de la globalisation, c'est certain que, comme François, ça te donne accès à des artistes à qui tu n'aurais pas accès nécessairement s'il fallait que tu te déplaces directement. Est-ce que tu crois que ça pourrait nuire à des artistes? Admettons, est-ce que toi, d'acheter des artistes d'ailleurs, ça fait que, en ayant cette accessibilité-là, est-ce que ça fait que tu vas peut-être moins acheter de manière plus proche? Est-ce que tu crois que ça peut nuire aux artistes québécois, admettons, pour toi? Bien, théoriquement, c'est sûr que l'argent qui est comme alloué à acheter une œuvre d'un artiste argentin, bien, peut-être qu'il est indirectement enlevé d'un artiste québécois qu'on aurait acquis. Mais on pourrait dire en contrepartie que l'artiste québécois, bien, s'il a accès à la même technologie que l'artiste argentin, bien, il pourrait vendre à un collectionneur en Allemagne, en Argentine, au Royaume-Uni. Et je pense qu'on a la preuve de certains artistes québécois qui ont très, très bien réussi récemment à l'international. Là, je pense à John Raffman, là, puis qui a vraiment adopté une approche très Internet, multimédia, très, très actuelle, et qui a rapidement là, eu un marché international. Là. J'ai rarement vu un succès aussi rapide. Là. Même David Atmel, je pense que ça n'a pas été aussi rapide. Là. Donc, c'est possible. Oui, probablement d'avoir cette espèce de mondialisation de l'art, ben, ça fait qu'il y a un plus grand marché qui s'ouvre aux collectionneurs, mais les artistes aussi là, d'ici peuvent bénéficier de cette ouverture-là au monde. Là. C'est ça, dans le fond, ça va des deux côtés. Ça va des deux côtés. Je pense au bout du compte, probablement, si on fait la somme de tout, ça arrive à peu près égal. Là. On l'espère, en tout cas. On espère. Puis, Étienne, toi, du côté de ta plateforme, vous avez quelque chose de quand même assez particulier ou est-ce que vous voulez développer aussi des services dans les entreprises pour vraiment leur offrir la possibilité d'avoir des œuvres directement dans leur lieu de travail? Est-ce que tu veux en parler un peu plus, peut-être, de cette... Ben, j'en ai brièvement parlé au début, mais c'est ça, c'est vraiment ce concept-là d'exposition éphémère, là, de sortir les œuvres des institutions où ils sont normalement, puis les mettre dans des lieux où ils ne sont pas habitués d'être, et les gens ne sont pas habitués d'être confrontés à l'art. Donc, toujours dans le respect de l'œuvre aussi là. Le but, c'est pas placarder des œuvres dans des raccoins. On veut qu'il y ait quand même une structure autour de tout ça. Donc, le but, c'est ça, des expositions éphémères qui voyagent dans des espaces de bureaux pour confronter les gens dans leur tous les jours à l'art, puis peut-être justement créer des nouveaux amateurs, là. Donc, les œuvres sont tout le temps en vente. Donc, ça donne encore là une façon à l'artiste de se faire voir d'une autre façon plus créative et différente. Est-ce que vous avez vu, admettons, en exposant dans des succursales ou je ne sais pas, est-ce qu'il y a parfois des collections d'entreprises qui se créent? Est-ce que parfois les entreprises vont vraiment dire, bon, ben, on va peut-être se tourner vers ça réellement, puis on veut se mettre à acquérir vraiment des œuvres pour nos locaux? En fait, totalement, oui. On a fait une petite vente aux enchères dans une succursale RBC. Puis déjà là, ils voyaient le potentiel de prendre quelques œuvres, de les faire voyager, de se créer leur propre collection, puis que nous, ensuite, on fasse voyager cette collection-là à même leur succursale. Donc, ils voyaient totalement l'avantage de tout ça. Puis non, c'est des belles découvertes. Puis je pense que le plus intéressant aussi, c'est tout le temps,
quand on met l'artiste avec l'œuvre aussi. Parce que encore là, on parle tout le temps d'Internet, de la visibilité, mais on pourra pas briser ce côté-là de voir l'œuvre puis aussi parler à l'artiste, découvrir son processus. Je pense que c'est ça que dans les brèves installations que j'ai faites, que j'ai vu le plus intéressant, puis les événements, c'est quand on amène l'artiste puis l'artiste parle de son travail, les gens ils ont les yeux qui pétillent puis ils comprennent totalement ce qui se passe. Là. Reste que le contact direct est quand même dur à battre. Là. C'est ça, on ne pourra jamais briser ça avec Internet. Là. C'est juste un outil de plus. Puis est-ce qu'il y a aussi des employés qui achètent des œuvres dans une banque ou qui vont aimer les œuvres qui sont affichées dans leur bureau, puis finalement, à la fin de l'année, au lieu ils ne veulent pas l'avoir partir, puis ils l'achètent? Ben, c'est ça le but, en fait. Puis ça revient aussi au concept de prêt d'art qui était la base de tout ça. C'est comme un gros 30 jours d'essai gratuit, dans le fond. Là. C'est qu'on prend l'œuvre, on l'installe chez soi, puis on crée un lien avec l'œuvre, puis on veut plus s'en départir. Ou, puis on l'achète par la suite. Mais c'est pas ça le but. Le but, c'est de faire voyager les œuvres, puis la personne peut tout autant mettre une œuvre pendant 3 mois chez elle, ensuite changer d'œuvre, avoir une nouvelle œuvre. C'est tout ça complètement gratuit. Est-ce que peut-être le public aurait des questions par rapport à ça? Est-ce qu'il y aurait... Oh, OK. Merci. Quand vous achetez une vidéo, par exemple, comment est-ce que vous vous assurez que c'est la seule copie? Bien, c'est rarement la seule copie. Habituellement, il y a une édition, là, soit 3, soit 5. Là. Puis bon, il y a toujours un certificat d'artiste qui vient avec l'œuvre puis qui dit, bon, c'est l'édition numéro 2 de 5. Là. Donc, ce certificat-là garantit là, qu'on a vraiment une œuvre originale puis que c'est limité puis que c'est très précis l'édition qu'on a là. Et une deuxième question. Quand vous achetez une grande installation comme Sarah Z, où est-ce que vous le mettez? Bien là, j'ai été chanceux. Là. Le Musée d'art contemporain a voulu la présenter, donc elle est arrivée directement de la galerie au musée. Mais là, c'est sûr que l'exposition se termine bientôt, puis ça va être le problème de Gabriel là, qui va... C'est moi qui s'en va la démonter. Mais en gros, on la met dans une caisse, là, délicatement, puis on va la faire entreposer pour le moment dans un entrepôt comme Art Solutions, là, qui se spécialise dans l'entreposage d'œuvres d'art, là, qui s'assure que la température et l'humidité est toujours à des bons niveaux. Là. La vidéo, vous l'avez vue, vous, sur Internet. Mais cette vidéo, vous dites qu'elle est bien entreposée, donc plus personne ne la voit. Ah ben, c'est sûr que... Parce que là, moi, j'ai le goût, j'ai envie de la voir. Et puis même... Et moi aussi. Hein? Moi aussi. Vous aussi? Mais moi aussi, j'ai le goût de la voir. Là. Oui, non, mais je sais. Alors, la vidéo, par définition, elle peut se voir sur Internet. Donc, elle peut se diffuser, elle pourrait être partagée. C'est l'intérêt d'Internet, c'est justement le partage. Or là, vous avez un processus qui est contraire à l'esprit d'Internet, si je peux me permettre. Mais, disons, par exemple, on prend l'exemple de Pascal Grandmaison. Sur son vidéo à lui, personnel, il met des extraits vidéo des œuvres. Souvent, sur Vimeo, les artistes vont poster, là, souvent avec un login et un password, là, mais c'est possible de les voir, ces œuvres-là. Là. Donc, c'est pas désespéré comme situation. C'est sûr qu'on achète des œuvres, on ne peut pas toujours les présenter, surtout quand c'est des œuvres vidéo à plusieurs canaux là, qui nécessitent des grands murs. Là. On a une salle ici, en passant, tant qu'à faire de la publicité, là, on a une salle ici à l'Arsenal qu'on présente, je pense, c'est 4 ou 5 œuvres en boucle. Là. Donc, on a une salle qu'on présente des œuvres vidéo. C'est pas des grandes œuvres à plusieurs canaux, mais bon, quand même, sur un écran, une dizaine de pieds par 5 pieds, là, donc c'est quand même correct. Là. Mais c'est sûr que c'est le fun avec les œuvres d'art, des partager, des montrer. Et l'art actuel, avec les installations puis les œuvres vidéo complexes, c'est pas aussi simple qu'une peinture sur un mur. Là. Donc, il y a un défi là, qu'il faut apprendre à vivre. C'est dommage là, d'entreposer. Il y a même des œuvres que tout ce que j'ai, c'est un petit livre qui explique comment la construire. Là. Donc, c'est des œuvres conceptuelles qu'il faut construire. Donc, on les construira un jour quand on aura l'occasion. C'est sûr qu'en attendant, c'est bien plate d'avoir juste un petit livre et non pas l'œuvre, mais
je pense à très long terme. La collection, c'est vraiment un projet sur 40-50 ans. Puis éventuellement, on va faire des... C'est un peu la raison qu'on a mis sur pied une fondation, là, c'est d'avoir éventuellement un espace, puis de présenter ces œuvres-là, puis de partager avec les intéressés. Là. Merci. Mais c'est vrai que c'est un défi. C'est beaucoup plus facile, les petites peintures. Oui, non, c'est plus facile, mais en même temps, la vidéo a le privilège de pouvoir se multiplier. Ouais. Donc, peut-être les artistes, ils peuvent considérer de prévoir comment vous appelez ça, des copies, là, il y a sûrement des possibilités. Comme je dis, un bon exemple, c'est le site de Pascal Grandmaison. Il est très bien fait, puis on peut voir des extraits des œuvres. On peut avoir une très bonne idée des œuvres. Là. Si je peux juste compléter ce que tu dis, François, une chose qui est particulière aussi, par contre, c'est avec tout ce qui est droit d'auteur, quand les vidéos sont sur Internet, mais là, les personnes peuvent les extraire. Donc, c'est pour ça que les artistes vont surtout aller vers des extraits qu'ils vont mettre vraiment ciblés. Puis en même temps, c'est que les artistes, du côté des arts vidéo, généralement, quand on parle avec eux, ce qu'ils vont dire, c'est qu'ils sont vraiment faits pour être vus sur très grand écran. Puis pour eux, que quelqu'un ait ce contact-là avec un cellulaire, ça vient un peu brimer l'expérience de l'œuvre d'art, un peu comme une peinture, il faut que tu te rendes, il faut que tu ailles c'est vraiment... Donc oui, Internet va rendre ça accessible, mais ce ne sera pas nécessairement l'expérience qui va être recherchée par l'artiste. Donc il y a ça aussi qui est important. Parce que l'exemple meilleur, c'est Lost in Time là, de Patrick Bernacchi qu'on a vu au MAC il y a quelques mois. Là. J'avais vu des extraits ici et là, j'avais vu des photos, mais en vrai, dans une grande salle avec des gros haut-parleurs, c'est une toute autre expérience. Là, c'est là qu'on réalise, là, puis qu'on ressent là, toute l'étendue et la complexité de cette œuvre-là. Là, donc, au Musée national de Québec, là, il y a celle de Boltanski, là, qui est un ravissement. Alors, je vous le partage. Là, pour le moment, je l'ai vue hier, et puis c'est époustouflant. C'est comme tout le mur, là. Et les clochettes. Boltanski, vous savez, les clochettes? Il a mis les clochettes qui représentent le jour de sa naissance, etc. Merci beaucoup. Merci. Quand on achète une œuvre vidéo, et il y a, disons, 5 copies, est-ce que c'est encrypted? Je ne sais pas comment dire en français. Encrypted? Encrypté? Encrypté, oui, voilà. Non, c'est pas encrypté. Là, Parce que si j'achète une œuvre, n'importe quel prix, je suis un des 5, et un des 4 autres, il en fait des milliers. C'est pas très intéressant. Oh oui, c'est sûr que quand vous achetez la photo, c'est la même chose que le vidéo là-dessus. Là. Vous faites un acte de foi que l'artiste et la galerie qui le représente vont tenir parole et sécuriser le nombre d'éditions et tout ça. Ça peut être un autre acheteur. C'est un acte de foi qu'il faut faire. C'est pas tout le monde qui peut le faire. Puis moi, ça m'a pris du temps à faire cet acte de foi-là. J'avais de la misère. Là. Donc, à un moment donné, on dit, on peut pas tout avoir dans la vie. Là. Puis bon, des fois, on a un choix. Ou bien on achète cette œuvre-là, ou bien on ne l'achète pas. Puis ça vient avec ses désavantages, là, dont l'entreposage. Oui. C'était très intéressant en passant. Merci beaucoup de cette présentation. Messieurs qui avez des plateformes, je sais que Bang Bang, vous n'avez pas de présélection. Est-ce qu'il y en a chez Art Ads? Non, il n'y a pas de présélection. Donc, n'importe quel collectionneur peut afficher ses œuvres. Les seules choses que moi, j'ai refusées, c'était des œuvres qui n'étaient pas d'artistes professionnels. Donc, quand même, que ça soit un artiste illicité qui a une certaine valeur, pas des amateurs ou des choses comme ça. Là. OK. Et est-ce que vous demandez l'exclusivité de l'utilisation de la plateforme? Non. Fait qu'on peut utiliser ça comme un des canaux pour... Tout à fait. Il y a des artistes donc, qui vont vendre sur leur propre site, qui vont vendre sur d'autres boutiques en ligne, puis qui sont aussi sur Art Ads. C'est une plateforme de diffusion avec option d'achat. Fait que ça demande quand même, vous offrez cette plateforme-là, mais ça demande une opération marketing de l'artiste. Une implication, parce que ça se peut que la plupart des artistes qui sont chez vous n'aient pas de vente. Tout à fait, c'est sûr. Moi, dans le fond, c'est que c'est plus un service pour les acheteurs, dans le sens qu'il y a des gens qui veulent acheter des œuvres, arrivent là, puis ils ont une belle sélection,
qu'ils peuvent faire, qu'ils peuvent contacter les gens pour les œuvres qui les intéressent. Pour l'artiste, c'est sûr qu'idéalement, si lui veut faire sa propre diffusion, c'est pas moi qui va la faire. Donc, lui, l'artiste va afficher son œuvre, après ça, il peut partager sur Facebook, utiliser ça comme un levier, même publier les annonces de Art Ads ailleurs sur son site, par exemple, pour vendre. Merci. Ma question, tu as parlé d'artistes professionnels. Est-ce que tu te bases sur les critères du RAV pour les critères du RAV, c'est sûr que parfois je suis un peu lousse, là. C'est plus par impression. Donc, c'est rare que je refuse des gens, là. OK. Parce que le RAV est l'organisme qui détermine le professionnalisme des artistes. Oui, c'est la même question. Je me demandais, vous êtes très généreux. Comment est-ce que vous avez de l'argent? Si j'ai de l'argent, c'est une drôle de question. Comment j'ai mon argent? En fait, Art Ads, comment je l'ai raconté, c'est vraiment... En fait, moi, je l'utilise pour moi en premier. C'est vraiment une plateforme que j'aurais aimé que quelqu'un d'autre fasse, puis personne ne le faisait. Dans la vie, je fais des sites web, donc je gagne ma vie comme ça. Et puis, j'ai fait ce site web-là pour moi en premier. Puis, Art Ads, il y a un peu de publicité. L'argent que je fais en publicité, je la réinvestis en publicité pour Art Ads. Et puis, en même temps, ça ne demande pas tant de temps de gestion que ça. Tu sais, je fais pas ça à temps plein. Les gens publient leurs œuvres, les gens se rencontrent entre eux. Donc, moi, tu sais, je suis un peu à l'écart de tout ça. Donc, les sources de revenus sont assez minimes là, pour Art Ads. Je vois c'est plus comme un don. Le gros de l'argent que je fais avec Art Ads, personnellement, c'est en vendant des œuvres que moi, je possède ou en achetant puis en sauvant les frais de commission. C'est comme ça que je fais le plus de profit. Oui, moi, c'est pareil. Mais comment je fais de l'argent? J'en ai pas. Non, non, mais en fait, c'était un peu la problématique quand Prédor puis Frédéric Marseille, qui avait le site avant, elle ne trouvait pas la façon de monétiser et rendre ça comme une entreprise. Quand on l'a repris, on s'est dit qu'on ne pouvait pas demander plus à l'artiste. On ne voulait pas que les gens payent pour s'inscrire sur le site. C'était vraiment pas le but. Donc, on l'a vu en 2 étapes. On laisse le site pur comme il est. On le laisse aux gens, puis comme un Facebook, là, amusez-vous avec. Et par la suite, nous, c'est avec le Art Bang Bang Collection qu'on tente de monétiser le tout et ça s'en vient. Oui, j'ai juste une question. Les artistes, maintenant, sont très visibles sur Internet, puis justement, ça permet beaucoup de transparence. Est-ce que c'est pas trop de transparence, justement? Est-ce que vous sentez qu'il y a des artistes qui sont un peu réticents à afficher des collections complètes? Est-ce que vous sentez qu'il y a des gens qui ont peur de la copie, par exemple, en Asie? Ou est-ce que c'est quelque chose est-ce que c'est un enjeu pour cette industrie-là dans le futur? Je pense que vraiment plus que l'artiste est jeune, moins qu'il a peur de ça. Moi, les cas que je vois, c'est souvent des artistes un peu plus âgés, justement, qui ne sont pas nés avec le numérique. Moi, je rencontre beaucoup d'artistes qui sont bien contents quand ils se rendent compte que quelqu'un a pris leur image puis l'a mis sur Facebook ou l'a mis sur Pinterest. Je pense pas que ça dérange. En fait, la seule chose qui peut vraiment protéger un artiste, c'est vraiment le point de vue légal. Puis à part ça, au niveau programmation, tout ça, du moment que c'est la même chose quand je pourrais bien prendre un catalogue d'exposition puis scanner les œuvres. T'sais. Donc, quand on est rendu là, je pense pas qu'il y a de quoi à avoir peur vraiment. C'est vraiment le niveau légal qui va protéger. Donc, pour moi, ça n'a jamais été un problème. Parce que si c'est un problème, les gens font juste pas mettre leurs œuvres sur le site, puis ça règle le problème. Mais en même temps, un artiste qui veut pas être vu, c'est assez rare. Là. Puis, deuxième question, juste, est-ce que vous sentez qu'il y a une pression au niveau des prix depuis que l'art se développe sur les plateformes Internet? Est-ce que vous sentez que ça a eu une influence sur l'offre? Ben, en fait, je pense que ça fait quand même une certaine compétition. Moi, je remarque parfois, c'est sûr que je vois une œuvre, surtout quand on tombe dans les multiples, par exemple les sérigraphies. Il y a quelques années, parfois, on voyait la même sérigraphie, disons, vendue 4 000 $ en galerie, puis elle sortait à 500 en encan. T'sais. Maintenant, de plus en plus, avec les résultats qui sont affichés un peu partout, je pense que ça permet un certain équilibre. Là. Mais en même temps, là, on est juste dans les éditions, parce que sinon, si c'est une œuvre originale, ben, elle a un seul prix. Donc, de voir les fluctuations, à la limite, je pense que même souvent, c'est bon. T'sais. Souvent, moi, je retrace des œuvres. C'est pas je vais voir une œuvre qui s'est vendue à l'encan 1 000 $, puis 6 mois après, elle se vend le double. Ben, je pense que c'est bon pour l'artiste. Au contraire, que ça soit pas transparent, ça indique au collectionneur que c'est un allez-y pour ça. T'sais.
Mais c'est sûr que c'est à double tranchant aussi. Si ça se vend à perte, ben... Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Là, on a perdu un panéliste étouffé à quelque part dans l'arsenal. Bon, ben, on va vous laisser aller profiter de la foire papier et du beau soleil pendant qu'il en reste encore. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Merci.